Bonjour à vous qui nous regardez au Canada. Bon début de soirée à vous qui nous regardez présentement en Europe. Et bienvenue au Weboton Haïti. C'est Philippe Fémiot des studios de Vox TV à Montréal. Je suis en compagnie de Michel Blanc. Bonjour Michel. Bonjour Philippe. Il faut dire à nos internautes qu'on est assez fébrile présentement parce que bon, tous les artisans sont réunis ici sur le grand plateau de Vox TV pour une première. On est dans un contexte de laboratoire, c'est-à-dire qu'on se lance là, présentement en apprivoisant la technologie au profit du Weboton Haïti. Comment tu te sens par rapport à ça? Bien, je suis bien énervé et je suis très contente parce qu'on fait une preuve de concept, on fait une expérimentation, on est live, tout peut arriver. C'est possible qu'il y ait des bugs. C'est possible que tout aille à merveille. On va le voir, on va l'expérimenter. Ouais. Et humblement, je crois qu'on est en train de tracer peut-être un jalon et que le type d'émission qu'on va faire sur Internet aujourd'hui sera peut-être le type d'émission d'affaires publiques qu'on fera dans le futur, puisqu'on va discuter avec des gens qui sont aux quatre coins de la planète. On va discuter avec les internautes qui vont chatter avec nous. C'est le fun. Effectivement, on a l'impression d'écrire une page de l'histoire. On a l'impression aujourd'hui d'être dans le futur, alors qu'on va diffuser au cours des 4 prochaines heures sur Internet, dans un studio de télévision. On le fait au profit d'Haïti. Et puis on va le faire aussi avec plusieurs intervenants, comme tu le mentionnais, des intervenants qui sont des experts en matière de sites de réseautage sociaux en ligne. Oui. On aura des ONG aussi. Oui. Peut-être expliquer à nos internautes les 2 missions de notre après-midi ensemble. La première mission, vous pouvez aller sur un site de médias social qu'on appelle un blog, qui est déjà en ligne, qui est à haïti.guignoletsduweb.org. À la droite, à la barre latérale de droite, vous avez plusieurs hyperliens qui mènent directement aux pages transactionnelles d'organismes de bienfaisance qui aident Haïti. On vous incite à cliquer sur ces liens-là et à faire des dons. Ça, c'est l'objectif premier. Amasser de l'argent pour venir en aide à Haïti. L'objectif numéro 2, il y a un dicton qui dit que si tu donnes un poisson à une personne, tu le nourris pour une journée. Si tu lui montres à pêcher, tu le nourris pour la vie. Alors, et à qui on va montrer à pêcher aujourd'hui? On va montrer à pêcher aux internautes, aux organismes non gouvernementaux, potentiellement au gouvernement. Et on va discuter avec des journalistes de comment les médias sociaux changent le journalisme, parce qu'on sait que les journalistes sont les premières personnes qui influencent la population et qui les mettent au courant des enjeux mondiaux. Donc, si eux peuvent faire leur travail de façon encore plus collaborative, peut-être qu'ils pourraient encore plus aider Haïti à soulever des fonds. Donc, c'est un peu ça notre objectif aujourd'hui, de montrer aux gens à pêcher avec les médias sociaux. C'est tout à fait pertinent, ce dont tu parles présentement, c'est-à-dire qu'au cours de la dernière année aussi, on peut se souvenir que des nouvelles importantes ont d'abord surgi sur des sites de réseautage sociaux en ligne, avant même de surgir dans les médias traditionnels. On comprend donc que la posture des organes de presse est en train présentement de changer. Donc, à plusieurs reprises, au cours des 4 prochaines heures, on va parler de ces dossiers-là qui sont en foisonnement présentement. Juste avant de faire un tour de table et présenter nos collaborateurs de l'après-midi, j'aimerais juste être certain que nos auditeurs comprennent bien la motivation de cette aventure de cet après-midi. Michel Blanc, auteur, experte en marketing web, blogueuse, c'est toi qui as lancé l'idée au groupe québécois de faire ce Weboton Haïti cet après-midi. Parle-nous un peu de la pertinence, l'importance pour toi de faire cette opération cet après-midi. Bien, moi, comme beaucoup de gens, j'ai été grandement touché par le drame haïtien. Et puis, souvent, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est d'utiliser mon expertise, parce que moi, je suis une stratège web et je suis une experte des médias sociaux. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas me servir de mon expertise pour aider les Haïtiens? Donc, si j'étais boulangère,
j'aurais le goût de montrer aux Haïtiens comment se faire du pain. Et comme je suis une spécialiste des médias sociaux, mais j'avais le goût de montrer aux Haïtiens et de montrer au monde comment on peut se servir des médias sociaux. Et pour ce faire, j'ai invité plusieurs personnes à partager le plateau avec nous aujourd'hui. Et ces personnes-là ont tous été rejoints par les médias sociaux. Alors, les médias sociaux, là, c'est bon pour plusieurs choses. Et maintenant, je vais aussi dire que dans l'esprit des médias sociaux, c'est la communication bidirectionnelle. Ouais. Et dans la communication bidirectionnelle, avant même que le show débute, il y avait déjà des critiques. Et on va déjà répondre aux critiques qui ont été adressées aux médias sociaux. Première critique, on nous a dit que c'était peut-être pas un show pour le développement durable et que Haïti va requérir de l'aide pour plusieurs années à venir. C'est vrai. Et notre but, on ne peut pas être tout pour tous. On ne peut pas sauver la planète. Par contre, on peut faire notre bout. Et le bout qu'on a décidé de faire, c'était d'outiller les gens pour qu'ils puissent se prendre eux-mêmes, qu'ils puissent améliorer leur logistique et qu'ils puissent aussi partager des informations et peut-être faire des levées de fonds qui seraient plus performantes. Deuxième critique, on nous a dit qu'on avait réuni des gens qui étaient des tripeux de médias sociaux et de Web 2.0. On n'a pas invité des gens qui sont contre les médias sociaux. C'est un choix éditorial. Il y en a qui sont contre les médias sociaux, mais ils auront le droit de faire un autre web-bouton et de dire que les médias sociaux, c'est de la merde. Alors, ce n'est pas notre choix éditorial. Allons-y, Michel, s'il vous plaît, avant notre tour de table, avec quelques invités à qui on s'adressera au cours de l'après-midi. Je vois que M. Denis Coderre, présentement, vient d'entrer sur le plateau. Il sera avec nous. Qui d'autre aussi au cours de l'après-midi? Bien, on va parler tout de suite de nos collaborateurs qui vont nous mettre en ligne les gens qui vont être sur Skype, parce que le show qu'on fait aujourd'hui, là, il faut bien comprendre que aussi, c'est une inspiration d'un monsieur qui s'appelle Pierre Côté. Le show qu'on fait aujourd'hui, M. Côté le fait déjà depuis plusieurs mois de son salon, tout seul. Et Pierre Côté qu'on peut suivre sur Twitter sous... c'est Pierre Côté. Pierre Côté 1. Pierre Côté 1. Et Pierre, il va être un de nos invités à la fin quand on va expliquer le comment. Donc, on va faire ce show-là avec des technologies qui sont disponibles à la planète entière de façon gratuite. On va discuter avec des gens qui sont un peu partout sur la planète via une technologie qui s'appelle Skype, qui est une technologie de vidéoconférence gratuite. Et alors, on a deux personnes ici qui sont autour de la table et qui vont discuter et qui vont mettre en ligne nos intervenants, mais qui sont aussi des invités, qui sont des spécialistes, qui vont discuter avec nous. On a d'abord la très jolie Carla Beauvais. Bonjour, Carla, qui est spécialiste, qui est une relationniste de presse, qui se spécialise en utilisant les sites de réseautage sociaux en ligne. Pour que nos internautes comprennent bien, c'est Carla qui pilote au niveau des communications présentement le mois de l'histoire des Noirs à Montréal, qui jouit d'une attention médiatique là, quand même assez soutenue. Bravo pour cette opération-là. Merci beaucoup. Carla, parle-nous un petit peu de ton rôle cet après-midi. En fait, c'est ça. Je vais être là pour connecter les gens via Skype à travers les différents pays où est-ce qu'ils vont être. Aussi, je vais venir parler de la différence pas nécessairement la différence, mais médias sociaux visent le journalisme. Moi qui ai étudié en journalisme, en communication, donc je vais parler un peu de cette façon de faire, cette nouvelle façon de faire également. Donc voilà, c'est mes deux petits rôles pour aujourd'hui. Merci, Carla. Claude Malaison, blogueur, consultant, stratège web d'entreprise. C'est grâce à toi aujourd'hui qu'on va pouvoir avoir accès à des gens qui vont parler via Skype. Oui, évidemment, des gens sur Skype qui viennent d'un peu partout. On en a en France, en Belgique, on en a aussi aux États-Unis. Alors, ces gens-là vont se joindre à nous un par un. Et en plus de ça, bien sûr, je vais intervenir, évidemment, quand on a parlé que j'étais stratège en entreprise. Donc, je vais parler beaucoup du rôle des entreprises aussi dans des cas comme ça. Ça entre dans le cadre du gouvernement et des ONG, mais je vais quand même traiter aussi de ce que pourraient faire les entreprises dans ce cadre-là, dans un mode média social. J'ai hâte qu'on en parle parce qu'effectivement, dans la relance, dans la reconstruction d'Haïti, et ça va venir dans les prochains mois, là, les entreprises vont devoir jouer un rôle important. Merci beaucoup, Claude Malaison. On a aussi le copain
Christian Aubry, Oui. qui est notre metteur en ondes, Oui. puisque, comme je l'ai expliqué, le show qu'on fait ici sur un gros plateau de télévision avec des moyens extraordinaires, et on remercie encore le personnel de Vox, on remercie surtout la direction de Vox de nous avoir mis ces moyens-là à notre disposition. Mais disons que si on faisait le même show avec une seule caméra et avec un ordinateur, on pourrait faire un show beaucoup moins gros, mais on pourrait quand même faire un show qui serait en ligne et on va diffuser ce show-là, vous regardez ce show-là via une plateforme qui s'appelle Ustream et la personne qui va tout coordonner et qui va mettre en ligne la sortie des nombreuses caméras et de la réalisation qui est faite ici, ben, c'est notre copain Christian Aubry, qui est le geek officiel de notre événement. Oui, Christian Aubry, il faut savoir qu'il prend un rôle vraiment très actif dans le self-media, le média personnel. C'est un communicateur web, un reporter d'images. Il va faire la mise en ligne tout l'après-midi pour nous. OK, Michel, je pense qu'on a fait un bon tour de table. Maintenant, on est prêt à lancer notre premier sujet? On va battre le fer tandis qu'il est chaud. Et comme premier invité, on a une des personnes qui est reconnue comme le grand spécialiste des technologies web et un très grand stratège Internet, qui est aussi mon ami, M. Fred Cavazza. Bonjour, Fred. On joint Fred Cavazza à Paris, n'est-ce pas? À Paris, en direct de Paris. Alors, Fred, on entend Fred? Oui, tout à fait. Non, non, je suis là, je suis bien là. Moi, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors là, on t'entend. Bonjour, Fred. Bonjour, bonjour. Bonjour le plateau et bonjour Montréal. Fred, en plus Oui. de t'envoyer un gros bisou et de te dire que je m'ennuie beaucoup de toi, j'aimerais que tu nous expliques pour le commun des mortels qu'est-ce que les médias sociaux. D'ailleurs, tu avais fait déjà une présentation qui a fait plusieurs fois le tour du monde et qui est une espèce de nomenclature des différents types de médias sociaux. Pourrais-tu nous expliquer ça? Oui, tout à fait. Alors, j'ai une définition que j'ai l'habitude d'utiliser pour les médias sociaux. Pour moi, je vous donne la définition telle que je l'ai formulée, donc un ensemble de services et de sites qui permettent en fait de développer des conversations et des interactions sociales sur le web. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on sait mettre un nom sur ces services-là. Donc si je vous dis YouTube, les blogs, Facebook, vous faites l'association avec les médias sociaux. Donc vous me dites, ah oui, je sais, c'est des outils qui servent à échanger, qui servent à partager, qui servent à nourrir des conversations. Aujourd'hui, on sait mettre un nom dessus, mais ce sont des types d'interactions qui ont toujours existé. Je le rappelle quand même peut-être pour les plus jeunes. Il y a 15 ans déjà, on avait les bulletins de board. Après, on a eu les forums. Après, on a eu les sites personnels. Donc, c'est des choses qui ont toujours plus ou moins existé, qui n'avaient pas la même audience, mais ça a toujours existé. Aujourd'hui, on a cette grande famille des médias sociaux avec des leaders emblématiques. Donc on a vu les grandes plateformes de blog comme Blogger, Typepad, on a vu les sites d'échange, principalement des échanges de vidéos avec YouTube, on a aussi les grands réseaux sociaux, donc on a connu MySpace, on parle beaucoup de Facebook aujourd'hui et de tout un tas de choses. Juste pour finir, je précise que les médias sociaux, c'est vraiment une galaxie, une infinité de sites. Il n'y a pas que Facebook, il y en a beaucoup plus derrière, ils ont peut-être moins d'audience, ils s'adressent peut-être à des personnes différentes, en tout cas c'est vraiment une infinité de sites où on se rencontre, on discute, on échange, on fait tout un tas d'interactions sociales en ligne. Voilà. Et les médias sociaux sont quand même nichés au niveau géographique, sont nichés au niveau socio-démographique. Donc, comme tu le dis, il y a des médias sociaux qui peuvent être les mêmes, mais qui sont des sites différents en fonction de quel endroit on se situe sur la planète ou quel groupe socio-démographique on appartient. Oui, tout à fait, effectivement. On va prendre un exemple tout simple, comme par exemple MySpace. C'est un réseau social qui était extrêmement populaire aux États-Unis. Il y a 2 ans d'ailleurs, l'Internet américain, c'était MySpace. Il arrivait à éclipser tout le monde. En Europe, ça n'a pas beaucoup fonctionné, sauf peut-être en Angleterre parce qu'il y a la même langue. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a aujourd'hui un acteur qui est mondial, qui est Facebook, mais on a aussi beaucoup d'acteurs locaux. Il me semble que Friendster marche beaucoup, par exemple, en Thaïlande. Orkut, le réseau social de Google, fonctionne très bien au Brésil. On a Hive.io
.net qui fonctionne très bien en Hollande, on a Bibo.com qui est très fort en Angleterre. Donc on a comme ça des espèces de petites poches. On a bien sûr les Skyblogs ici en France. Donc on a un acteur qui domine tout le monde, qui est Facebook, et YouTube aussi avec. Mais on a aussi des petites poches locales qui savent tirer parti du côté un peu chauvin, du côté où on se retrouve entre personnes de la même langue et de la même culture. Mm-hmm. Fred, j'aimerais vous entendre un peu sur la notion de la mobilité maintenant en matière de sites de réseautage sociaux en ligne. Présentement, on assiste présentement à une pénétration importante de la mobilité auprès des différentes populations sur le globe. Qu'en dites-vous? Pourrais-tu répéter ta question? Oui, la mobilité, présentement. Donc, on assiste présentement à une pénétration importante de la mobilité auprès des populations, ce qui amène plusieurs personnes à pouvoir prendre une place plus grande sur les sites de réseautage sociaux en ligne. Donc, quelles sont vos réflexions en matière de mobilité? En termes de mobilité, oui, ça, il y a quand même pas mal de choses qui ont bougé ces derniers temps. Pour résumer une longue histoire, on va dire que l'Internet mobile, sur les 10 dernières années, il ne s'est pas passé grand-chose en Amérique et en Europe. Ça se passait surtout en Asie et en Scandinavie. Heureusement, Apple est venu un peu bousculer tout ça et il a introduit sur le marché un smartphone assez complexe avec surtout une connexion permanente et de la data illimitée. Ça n'existait pas avant et c'est ce qui a fait beaucoup de bien, on va dire, au développement de nouveaux types de services. Donc la possibilité de consommer des services de médias sociaux sur son petit smartphone. Alors bien évidemment, on ne fait pas la même chose sur un téléphone mobile que sur un ordinateur avec un clavier et une souris. C'est des messages qui sont plus courts, c'est des photos qui sont de moins bonne qualité, mais on arrive à faire des choses intéressantes. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'avec un petit téléphone comme ça, on arrive à faire des choses qu'on ne peut pas faire avec un ordinateur, à savoir avoir un contexte géographique. Mon ordinateur, il est chez moi, sur un bureau, il ne bouge pas. Donc, à partir du moment où je me crée un profil sur les réseaux sociaux, je dis, je m'appelle Frédéric Cavazza, j'habite à tel endroit. Ça, c'est une donnée qui est invariable, ça ne bouge pas, on ne peut pas l'exploiter. Alors que sur un téléphone mobile, on se déplace. Donc, on peut exploiter ce contexte-là, le contexte géographique, pour dire, en ce moment, je me trouve à tel endroit. Et voilà ce que je suis en train de faire. Ou, je suis passé à tel endroit il y a 1 heure, j'ai fait telle chose, ou encore, je vais aller dans 1 heure ou dans un jour ou dans une semaine dans tel autre endroit, et voilà ce que je vais pouvoir y trouver. Donc on a à la fois la dimension géographique, mais aussi temporelle, qui s'exprime très bien au travers des smartphones, et ça m'a donné quelque chose de très intéressant. C'est qu'on va peut-être compenser de la longueur de texte. Pourquoi? Parce que c'est petit pour afficher, parce que c'est compliqué à saisir, mais on va compenser ça par d'autres types de données, notamment les données géographiques et temporelles. Et ça, c'est important. Et on peut faire des choses très intéressantes avec. Merci beaucoup, Fred. Maintenant, on te garde. On va faire une table ronde à la fin des échanges avec les autres invités dans cette portion qu'est-ce que les médias sociaux. On a un autre invité, Monsieur Cyril de Lestéry, qui est aussi surtout connu sous son surnom de 2020. Bonjour 2020. Bonjour la famille. Comment ça va? Ça va. Alors 2020 est très connu de par le monde, surtout pour ses qualités de comique et de vidéocasteur. 2020 fait un vidéocast qui a été amplement cité de par le web. Toi, ta vision de qu'est-ce que les médias sociaux et peut-être en particulier des médias sociaux vidéo, mon cher 2020? Qu'est-ce que les médias sociaux? Je crois que Fred a bien répondu. Pour moi, c'est un énorme terrain de jeu. Et c'est un énorme champ d'expérimentation permanent, comme vous êtes en train de faire aujourd'hui. Comme je viens de le tweeter, j'ai l'impression de participer à la première de la télévision couleur. Et je trouve ça absolument fantastique d'essayer de faire des choses comme ça. Sinon, je ne vois pas comment ça va changer, les lignes. Donc, je n'ai pas une grande définition économique et stricte des médias sociaux, si ce n'est un endroit où on peut s'éclater, découvrir des choses, participer, aider ou pas, travailler, mater, acheter, rencontrer des gens. Une espèce de grand terrain de jeu. Et où on peut répondre de chez soi, en plus.
Alors, c'est un... J'entends la moitié des choses, mais c'est pas grave. C'est un petit pas pour 2020, mais c'est un grand pas pour l'humanité. Voilà, c'est ça. Des pas comme ça, vous en faites sur une base quotidienne, 2020. Vous, vraiment, vous êtes un acteur très important dans ce qu'on appelle le self-media, le média personnel. Et puis, une des choses dont on s'aperçoit présentement avec la tendance des sites d'autage sociaux en ligne, c'est que le citoyen, présentement, a le goût de s'exprimer. Le citoyen veut vraiment s'exprimer. Quelle force ça donne à un citoyen, justement, de pouvoir s'exprimer comme ça avec le média personnel? Ah, j'aurais adoré vous répondre d'un coup, mais j'ai entendu la moitié de votre question. Je suis vraiment absolument désolé. C'est une première, c'est normal. Quelle est la force que ça donne aux citoyens, le média personnel? La force que ça lui donne tout seul, ça lui donne déjà la possibilité de s'exprimer. Donc c'est déjà bien, parce qu'il y a encore quelques années, on ne pouvait pas le faire. Après, ça reste juste un petit coup d'essai dans son coin, avec sa webcam, et que personne ne le relaie, ça n'ira pas très loin. Et donc je pense que, comme les joueurs de football, je dirais que bon, ce qui compte, c'est que dans le réseau, on soit tous maillés ensemble et qu'on puisse relayer la parole des autres. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps sur Twitter, pas simplement sur Twitter et Facebook et les autres, pas simplement pour raconter des histoires en vidéo, mais aussi pour découvrir celles des autres. Ça paraît un peu, oui, ou je sais pas quoi, mais c'est vrai. Et donc maintenant qu'on a tous un petit peu une micro-audience, si on se relaye tous, on arrive à faire des choses. Impressionné par certains pendant juste les jours après Haïti, là, après la grande catastrophe, notamment par Pierre Côté. J'ai été ébahi par son énergie et voilà, pour moi c'est un gars qui se donne à fond et est relayé par les autres. Merci 2020. On te revient tout de suite. Sur le plateau, on a une autre personne qui est assez influente dans les médias sociaux, dans le web et dans la blogosphère québécoise, parce qu'on oublie souvent de le dire, les blogs, c'est le roi des médias sociaux. On a Martin Lessard, que j'aime taquiner et appeler le philosophe de la blogosphère. Bonjour. Flatté, merci. Bonjour Martin. Bonjour. Et toi, qu'est-ce que tu peux ajouter à la conversation de qu'est-ce que les médias sociaux, de l'explication de... Ben, en fait, premièrement, pour compléter ce qu'ils ont dit, c'est très bien. Je dirais juste pour peut-être ceux qui, des fois, qui décrient les réseaux sociaux, c'est de juste dire, oui, vous avez raison, les réseaux sociaux, le web l'a pas inventé. Les réseaux sociaux existaient avant. Tout ce que ça fait le web, c'est de garder des traces. Donc, on peut revenir en arrière, on peut voir, on peut lire. Les gens vont s'échanger des choses et on peut donc les lire et donc apprendre un peu en différé ou en direct. Donc, c'est ce que les réseaux sociaux permettent. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans le sens que c'est nouveau, et je crois vraiment que c'est nouveau, non pas le réseau social en soi, mais cette force qu'on donne au peuple, c'est que si on pense à Internet qui a été inventé il y a 40 ans, au début, c'était vouloir connecter du data ensemble. Et rapidement, c'était le courriel qui a vraiment dominé l'Internet, et on s'échangeait des nouvelles finalement. Donc, le réseau social était déjà là avant le web. Quand le web est arrivé, en début 90, c'était l'idée de faire des hyperliens entre des documents. Donc, encore retourner vers du data. Comment on peut lier des pages ensemble. Évidemment, cette première partie, 90-2000, les marchands sont rentrés dedans en disant on va faire enfin le bonheur sur Terre, tout le monde va pouvoir consommer en ligne. Et heureusement, il y a eu la bulle, ça s'est cassé la gueule. Et qu'est-ce qui est réapparu encore? Martin, heureusement, il y a eu la bulle? Ah ben tout à fait, parce que sinon aujourd'hui, on est en train de consommer uniquement sur le web et on ne serait pas en train de se parler. Cette vision consumériste du web, de dire qu'on est juste là pour consommer, c'était le supermarché accessible au bout des doigts, est comme morte en soi. En fait, reste encore, mais a pris sa place. C'est-à-dire l'idée que les humains sont juste là pour consommer et s'échanger des valeurs numériques ou acheter, a pris sa place. C'est-à-dire, petite, elle existe, mais le reste, le côté social, a pris beaucoup plus d'ampleur depuis 10 ans. On pense souvent que 2009, c'est l'année de Twitter, c'est l'année des réseaux sociaux. En fait, non. 2009, c'est plutôt la consécration de ces 10 années qui ont suivi la bulle, qui ont amené les gens à s'interconnecter, donc à poursuivre à travers le réseau
leurs relations sociales qui existaient, mais au-delà de ce qui était humainement possible. Le téléphone permettait de se parler à distance, évidemment, donc au-delà de ce qui est humainement possible, on peut se parler très loin. Les réseaux sociaux permettent de conserver son cercle social au-delà de ce qui est possible. En faisant ça, au-delà de ce qui est possible, naturellement, on devient une forme de média. Donc, et ça, c'est d'où le fait, le terme que chaque personne est devenu un média. média. Donc, d'où le terme médias sociaux. Donc, c'est vraiment un bon retour où on fait une démocratisation de la communication qui était laissée avant à des gens qui avaient les moyens de pouvoir communiquer. Ça coûtait cher de produire, ça coûtait cher de diffuser. Aujourd'hui, produire une petite caméra ou un blog, c'est pas cher. Diffuser Internet, tu fais ça pour un coût minime. Ben, il manquait encore le comment rejoindre. Les télévisions avaient le rendez-vous, les journaux avaient le quotidien. Comment on faisait, nous, pour se rejoindre? Ben, les réseaux sociaux, les plateformes de réseautage social sont venues pour nous, pour qu'on puisse se connecter. Donc, vraiment, je trouve que c'est ça la magie, moi, que j'aime beaucoup, les réseaux sociaux, cette parole redonnée au peuple. J'aimerais revenir à Fred. Fred, quand tu nous as fait ta description de ce qu'étaient les médias sociaux, moi, il y a une question, et j'observe ça un peu, tu me diras si tu es d'accord avec ça. J'observe qu'il y a certains médias sociaux qui sont peut-être plus conversationnels et d'autres qui sont peut-être plus fonctionnels. Est-ce que tu vois cette dichotomie entre les médias sociaux qu'on croyait communicationnels et qui deviennent fonctionnels et ces médias sociaux qui deviennent vraiment communicationnels? Alors effectivement, il y a des catégories de services qui servent plus, on va dire, à faire quelque chose, comme par exemple s'exprimer de façon unilatérale, pendant les blogs, ou comme par exemple publier et partager quelque chose, YouTube pour de la vidéo, Flickr pour de la photo. Et il y a, à côté de ça, des médias sociaux qui sont effectivement beaucoup plus orientés autour de la conversation. Donc là, on a Twitter, on a les forums et ainsi de suite. Entre les deux, on a des espèces de plateformes sociales qui font un peu le grand écart et qui peuvent faire beaucoup de choses. C'est par exemple le cas de Facebook, avec ce principe d'application qu'on peut greffer sur la plateforme et qui permettent de faire un peu tout et n'importe quoi. Mais effectivement, je pense qu'il y a vraiment une dichotomie entre à la fois les médias qui servent à discuter, d'une part, les médias qui servent à partager des choses, d'autre part, les médias sociaux qui servent à rentrer en relation, donc je cherche quelqu'un ou je veux être visible, et peut-être une dernière catégorie autour du jeu qui est très intéressant parce qu'il y a toute la dimension sociale autour du jeu aussi qui fonctionne plutôt bien. Oui, d'ailleurs, quand tu parles de jeu, toi, tu étais un des grands spécialistes des univers 3D où on mélange justement le jeu avec l'aspect média social. Notamment, je me souviens qu'on a déjà eu une obstination à propos d'un jeu qui est peut-être un petit peu moins à la mode et qu'on appelle Second Life. Second Life n'est pas tout à fait un jeu, c'est plus une simulation de vie. On essaye en fait de recréer une vie artificielle où on est quelqu'un de différent, où on a un quotidien différent, dans des endroits différents. C'est une simulation de vie, on n'est pas réellement en train de jouer. Enfin, je ne les classerai pas tout à fait dans les mêmes catégories. Par jeu avec une dimension sociale, moi je pense aux jeux notamment qu'on retrouve sur Facebook, les jeux comme Farmville où il faut se créer sa petite ferme et se faire des cadeaux entre membres du réseau social et ainsi de suite. Donc là on est vraiment dans une dimension ludique, avec un tableau des scores, avec des quêtes, avec des points à accumuler, des objets à collecter. Donc là, on est vraiment dans une dimension ludique. À l'opposition de ça, on va retrouver vraiment les univers virtuels, des choses comme Second Life, où là, c'est beaucoup moins dirigiste, dans la mesure où on n'a pas vraiment de points d'expérience, on n'a pas de compétences à acquérir, on n'a pas de quêtes à réaliser. On est vraiment dans un univers où tout est possible, où chacun fait ce qu'il a envie de faire, chacun construit son île comme il le veut. Donc à mon avis, on n'a vu qu'une toute petite partie de ce qu'on peut faire avec les univers virtuels. Second Life, c'était très à la mode il y a quelques années. Maintenant, ça fait un peu has-been, mais je peux vous assurer que Second Life est beaucoup plus intéressant aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Donc, vous pensez que Second Life aura une deuxième vie et ne tombera pas en désuétude? Non, pas du tout. Il y a plus d'utilisateurs aujourd'hui de Second Life qu'il n'y en avait à l'époque. À l'époque, du fait d'une exposition médiatique peut-être un petit peu trop forte,
On y a retrouvé un peu tout et n'importe quoi, on y a retrouvé beaucoup de marques, on y a retrouvé des casinos en ligne, on y a retrouvé des partis politiques, on a retrouvé beaucoup de touristes en fait qui étaient pas forcément là pour la bonne chose. Aujourd'hui, il y a eu un gros travail de fait avec l'éditeur et aujourd'hui, Second Life, c'est, on va dire, une plateforme tout à fait intéressante d'une part pour les artistes, donc ceux qui veulent vraiment exposer des créations artistiques mais différentes de ce qu'on trouve ailleurs. Donc c'est pas des tableaux, c'est pas de la chanson, c'est entre les deux. Ce sont des créations artistiques qui exploitent les trois dimensions, qui exploitent l'essence. On va retrouver également sur Second Life beaucoup de choses autour de l'éducation. Donc on va retrouver, pourquoi pas, des cours d'anglais, on va retrouver tout un tas de plateformes d'apprentissage, tout un fait également d'outils de collaboration pour faire en sorte que des collaborateurs d'une entreprise de deux sites différents puissent faire une réunion virtuelle. Donc on a vraiment, on va dire, un univers qui a été nettoyé de toute cette pollution, les casinos en ligne, le sexe virtuel et ainsi de suite. Et on se retrouve vraiment avec des usages qui sont très pointus, qui sont très intéressants. Et qui savent surtout exploiter la particularité de Second Life, à savoir cet univers en 3 dimensions dans lequel il est possible de tout faire. Tout. Merci. On va faire aussi une petite pause, puisque je vois le chat en direct des différents intervenants qui sont avec nous sur Ustream. On nous rappelle que ce Webauton est d'abord mis sur pied pour ramasser des dons pour Haïti. Si vous trouvez que le contenu est intéressant, si vous avez un grand cœur et que vous avez le goût d'aider plusieurs des organismes dont on fait la promotion sur notre site web, on vous invite à visiter la page du site haïti.guignoletsduweb.org et à cliquer sur les hyperliens des pages transactionnelles du CECI, de la Croix-Rouge, de Médecins sans frontières, de l'UNICEF, de Oxfam et de plusieurs autres organismes qui font le bien et qui font la différence à Haïti. Maintenant, oui? C'est pour les internautes qui viennent de se joindre à nous, c'est depuis 30 minutes maintenant qu'on diffuse ce Webauton. On va diffuser ce Webauton encore pour 3h30. Nous avons joint depuis une demi-heure déjà Fred Casava par Skype, Cyril de l'Astérie. Nous avons autour de la table maintenant Martin Lessard avec Michel Blanc. Nous avons aussi autour de la table Claude Malaison, Christian Ouiri et Carla Bouvin. Et Michel, maintenant, on se penche vers la deuxième demi-heure de cette heure. Oui, et on est prêt à prendre des questions des internautes, soit sur Twitter, soit sur le chat. Christian, notre gestionnaire officiel du chat, est-ce que tu as des questions pour nos panélistes? Est-ce que j'ai un micro? Oui, j'ai un micro. Eh bien, écoutez, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de questions. Il y a surtout beaucoup de félicitations, notamment pour toute l'équipe de Vox. Et puis, il y a les interrogations dont tu as parlé, Michel, qui concernent donc le fait, est-ce qu'on parle d'Haïti ici aujourd'hui ou est-ce qu'on parle d'autre chose? Alors ça, il va falloir y répondre. Et puis, on nous demande, là, j'ai pas très bien compris, j'ai essayé d'avoir des explications puisque je peux faire des petits clavardages privés, mais Mathieu Chartier, alias Kindo, m'a pas répondu. Le temps de mise en contexte avec les réseaux sociaux est de combien de temps? Mais j'imagine ça veut dire... C'est 1 heure, on va l'expliquer. Je n'ai pas expliqué vraiment le déroulement de l'émission. L'émission se développe en 4 blocs. Le premier bloc, on discute des médias sociaux dans un contexte théorique, expliquer c'est quoi les médias sociaux. Le deuxième bloc, on va discuter de comment les médias sociaux changent les ONG et le gouvernement. Dans le troisième bloc, on va discuter des médias sociaux dans un contexte journalistique. Et dans le 4e bloc, on va expliquer comment se font les médias sociaux. Et évidemment, le leitmotiv de ce Webauton-là, c'est Haïti. On veut aider Haïti, mais on veut aussi outiller les gens pour qu'ils puissent continuer de répandre la nouvelle, de répandre les nouvelles, d'aider Haïti via les médias sociaux. Alors, c'est ça le leitmotiv. On parle des médias sociaux et d'Haïti. Si on revient à 2020,
Mon cher ami, Pardon, Michel, Vincent... si je peux me permettre, Michel, Oui. il y a Christian ici là, qui a quelque chose à ajouter. Oui, Non, je voulais simplement signaler une initiative d'une des personnes qui nous regardent. C'est ça les médias sociaux, c'est de l'improvisation. Dans un chat sur Ustream, on peut barrer les liens pour éviter que des gens fassent la publicité. Mais là, aujourd'hui, on les a laissés ouverts et on nous invite à aller voir un site dont l'adresse est unesemence1pays.org. Oui. Et c'est un site caritatif donc qui vise donc à la souveraineté alimentaire du peuple haïtien. Donc je voulais vous le signaler. C'est les médias sociaux en direct là qui nous informent. Christian Aubry, merci. Merci. Alors, mon cher Vinvin, toi, tu es le grand comique des médias sociaux. Veux-tu nous expliquer comment ça a commencé ton aventure médias sociale? Comment toi, tu es arrivé un jour à prendre la parole et à t'exprimer sur les médias sociaux? Eh bien, écoute, ça a commencé par un blog en août 2004 où, en fait, je travaillais dans le marketing et la com et je me suis dit, il faut quand même que je découvre ce que c'est que cet outil. Et puis, au début, j'ai écrit des textes sur la publicité et le marketing en me disant que j'allais devenir le leader mondial des blogs du marketing et de la publicité. Et puis, très rapidement, je me suis aperçu que ce ne serait pas le cas et que je préférais parler de choses et d'autres, de rien, de la vie, du cinéma, de la télévision. Et j'ai pris goût et j'ai commencé à faire un blog qui s'appelait 20 sur 20, d'où le surnom 20. Parce qu'en fait, mon prénom c'est Cyril. Ne m'appelez pas Vincent, je m'énerve. Et ensuite, voilà, j'ai pris goût, j'écrivais une note par jour, je notais tout ce qui se passait. Ça, c'était le blog écrit. Et puis, je regardais un blog vidéo qui était Rocket Boom, qui était Amanda Condon. Et quand j'ai vu cette fille faire son show vidéo devant sa carte des États-Unis, je me suis dit que je pouvais faire la même chose, que c'était pas très compliqué finalement de s'exprimer. Alors j'ai repris ma vieille caméra qui ne me servait plus depuis mon mariage et j'ai mis un drapeau américain derrière moi et j'ai parlé anglais avec un piètre anglais. Enfin, c'est moi qui parlais mal l'anglais, j'étais pas à côté d'un piètre anglais. Et puis il se trouve qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de shows, il n'y en avait même pas. Et puis il n'y avait pas vraiment non plus YouTube ni Dailymotion, donc j'avais juste un site avec un player propriétaire que m'a. Voilà, il y avait que ça. Et puis j'y ai pris. Après, à chaque fois, je prends. Ensuite, j'ai fait comme vers Facebook que j'ai détruit. En fait, je l'ai ouvert et On va peut-être revenir. On va revenir avec mon cher Cyril, Vinvin, un peu plus on tard. te perd tranquillement et on va te revenir. Écoute, c'est très intéressant ce que tu as à nous dire. Malheureusement, on ne l'entend plus. En fait, Michel, là, on vient d'expérimenter le fait que Skype is the limit. Oui. Skype has the limit. Skype a ses limites, le web a ses limites et la bande passante aussi a ses limites. Oh, pardon, je pense que j'avais mon pied sur le fil. Ah, C'est ça. Je lève mon pied. On va sûrement pouvoir parler à Cyril un peu plus tard. Peut-être qu'on pourrait se tourner du côté de Martin. Tu as quelque chose à ajouter entre-temps? Peut-être pour rajouter un peu à ce que les commentaires et le lien qu'on peut faire avec Haïti, c'est que les réseaux sociaux permettent vraiment cette communication à l'horizontale. Donc, au lieu de lier des pages, on lie des gens ensemble. Et en liant des gens ensemble, ça permet à des gens qui étaient avant isolés, qui se sentaient peut-être plutôt seuls par rapport à leurs croyances ou à ce qu'ils voulaient faire ou ce qu'ils croyaient. Puis là, ils pouvaient voir des gens qui pensaient un peu comme eux. Par exemple, Pierre Côté est un bon exemple. Ah, c'est inspirant. Et en les voyant faire ou en discutant ou en étant avec eux, les gens commencent à le revendiquer, puisqu'ils ne le voient, ils voient peut-être pas leur gouvernement ou les journaux en parler. Mais là, maintenant, ils sont sûrs, ils ne se sentent plus seuls dans ce qu'ils croient. Ils peuvent maintenant le revendiquer sur la place publique et donc l'exiger. Et c'est ce que je trouve intéressant. Pour Haïti, c'est pareil. On pourrait difficilement aujourd'hui imaginer oublier Haïti, puisque tout le monde, à la base, en parle beaucoup bien avant les médias. Donc, et ce qui est intéressant aussi, c'est que les réseaux sociaux étant présents très rapidement sur les lieux et à l'extérieur, les gens sont maintenant les premiers à donner cette première définition d'un événement.
Si pour diverses raisons, il n'y avait pas de... On l'a vu aussi avec l'Iran, s'il n'y avait pas de médias à l'époque lors de la révolution manquée, mais la définition de ce qui se passait, une forme de révolution, venait des réseaux sociaux. Et après, les médias et les gouvernements ne pouvaient plus l'éviter, ils devaient en parler. Donc, je trouve ça très intéressant. Et c'est ce que je pense pour des cas comme Haïti. Les gens peuvent continuer à pousser en disant, mais moi, j'y crois, et c'est pas parce que les médias sociaux, les médias traditionnels n'en parlent plus, que moi, j'en parle plus. Et donc, ils peuvent toujours l'exiger et ça va revenir. Et je crois que si on peut faire d'Haïti un cas où on les oublie pas enfin un mois et demi après parce que tout d'un coup, quelqu'un a perdu son soulier dans les médias puis on change de sujet. Donc, avec Haïti, j'espère que ça va continuer tout le temps, pendant un bon bout de temps pour pouvoir les aider. Puisque Martin, tu parles justement de nouvelles et puis de l'importance qu'une nouvelle peut prendre avec les sites de réseautage de médias sociaux. J'aimerais t'entendre parler un peu de la notion de flux dont on parle maintenant, qui bouleverse la façon qu'on exploite une nouvelle maintenant. Et notamment Pierre Fraser, ici au Québec, qui a écrit un ouvrage très intéressant sur le flux. Peux-tu nous vulgariser un peu cette notion-là? Mais le flux, c'est cette notion qu'on parle d'actualité en temps réel. Elle existait déjà avant, mais elle était auparavant captée par des gens qui disaient « Voici l'agenda, j'ai 24 heures à remplir, donc voici ce qu'on va passer de telle heure à telle heure. » Et ils pouvaient capter en direct des événements. Donc, c'était CNN il y a 20 ans. Aujourd'hui, on est tous... La nouvelle continue. Oui, c'est ça, la nouvelle continue. Aujourd'hui, on est tous notre propre CNN et on diffuse de notre propre réseau de 10 personnes ou 100 000, ça n'a presque pas d'importance, on diffuse cette nouvelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, le flux permet de voir un peu qu'est-ce qui chatouille la société un peu en temps réel. C'est sûr, ça va créer un peu des points aveugles, comme les médias avaient des points aveugles aussi, mais les médias sociaux ont aussi un peu leurs points aveugles. Mais en combinant les deux, on devrait pouvoir maintenant avoir une meilleure, je dirais, perception de ce qui intéresse les gens. Parce que quand ça vient de la base, il y a quelque chose peut-être de très populaire, mais puisque ça vient de beaucoup de personnes, je sens qu'il y a quelque chose de plus démocratique là-dedans que d'attendre les journalistes de vouloir tout couvrir et Dieu sait qu'ils en ont beaucoup à faire, donc ils ne peuvent pas tout faire. Mais en laissant les gens un peu au hasard décider un peu qu'est-ce qui marche pas. Puis évidemment, on a juste à couper ce qui ne nous intéresse pas. Je veux dire, si on s'intéresse moins aux stars, on va moins suivre ces canaux-là, mais sur le web, on peut quand même suivre des nouvelles en temps réel presque. Au moins être alerté, je dirais. Peut-être une nuance. Comment avez-vous appris le tremblement de terre à Haïti? Moi, c'est à travers les réseaux sociaux. Vraiment, à quelle heure? Moi, en fait, c'est le lendemain. Ça donné que je me suis pas branché sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ma copine qui a lu sur Facebook qu'il s'était passé quelque chose. Et alors, du coup, j'ai été chercher, moi, sur Twitter pour voir si c'était vrai, pas vrai. Et aussitôt après, là, j'ai été voir dans les médias traditionnels pour en savoir plus. Toi, Michel? Ben moi, c'est clair que j'ai appris ça sur les médias sociaux et que j'ai... puis d'ailleurs, j'aimerais aussi peut-être vous entendre parler, nos panélistes, sur la notion de temps réel. On a dit cet été, il y a une personne qui est morte, qui s'appelle Michael Jackson. Et lorsque M. Jackson est décédé, on a, tous les gens étaient sur Google, on cherchait Michael Jackson. Google ont cru qu'ils étaient victimes d'une attaque de déni de service. Donc, ils ont ralenti leur serveur jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que Michael Jackson était vraiment mort. Et les pages, quand on avait le service, les pages qu'on nous offrait, c'était le vieux site de Michael Jackson. Alors que les gens voulaient savoir, est-ce que Michael Jackson est décédé, qui l'a tué, comment il est mort, etc. Et cette information-là, on l'avait sur les médias sociaux. Et ça a obligé Google et Microsoft, avec son moteur de recherche Bing, à faire des ententes avec certains outils, dont Twitter, pour pouvoir pomper de l'information en temps réel. Donc ça, c'est une autre notion qui, selon moi, devient importante dans les médias sociaux, la notion de temps réel. Et justement, j'aimerais entendre nos panélistes nous dire qu'est-ce qu'ils pensent de cette notion-là de temps réel et de comment ça peut changer les médias sociaux. Peut-être qu'on a encore Fred avec nous. Fred, est-ce que tu es là? Fred Cavaza à Paris, via Skype. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Est-ce que vous avez entendu la question de Michel? Avez-vous entendu la question de Michel? Non, je pense pas, non. Qu'est-ce que tu penses du temps réel et des médias sociaux? La notion de temps réel qui devient de plus en plus importante dans les médias sociaux. Pourrais-tu répéter la question une dernière fois?
Quelles sont tes réflexions par rapport au temps réel et aux médias sociaux? Comment le temps réel change les médias sociaux? Bon, allez, une quatrième fois, et si j'arrive pas à entendre, on va passer à une autre question. Alors, le temps réel et les médias sociaux, comment la notion de temps réel change les médias sociaux depuis la mort de Michael Jackson cet été, par exemple? Oui, tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a vraiment une contraction du temps. Si on revient peut-être 10 ans, 10-20 ans en arrière, l'information, la grande information, du moins la propagation à grande échelle de l'information, c'était le journal télévisé du soir. Après ça, on a commencé à voir apparaître des chaînes d'information, on va dire quasiment continues. C'est les CNN, c'est les Sky News et ainsi de suite. Donc là, on a ramené à quelques heures le délai de propagation de l'information. Après, on a eu les sites web, et notamment les sites web d'information, qui ont ramené à peut-être 30 minutes. 30 minutes, c'est en gros le délai qu'il faut pour que l'événement se passe et qu'un journaliste écrive un article et le publie. Aujourd'hui, avec les médias sociaux et surtout ces outils de publication qui sont extrêmement simples, alors peut-être rudimentaires, puisque là on parle que de quelques lignes de texte, notamment ces fameux outils qu'on retrouve sur les téléphones. Ces téléphones, ils sont sur place, ils sont sur le terrain, là où ça se passe. Donc on a vu des choses très intéressantes. Alors, Michael Jackson et sa mort, c'est vraiment trivial, enfin je veux dire, c'est une anecdote. Maintenant, on a vu des choses, notamment, il me semble que c'est en Iran, il me semble que c'est aussi dans un pays de l'Est, où on a eu des révolutions, donc un soulèvement réel du peuple, avec au cœur même de la manifestation des personnes qui envoyaient des SMS, qui envoyaient des photos, et là on parle de 1 minute ou même moins, peut-être 30 secondes. Donc les événements arrivent, les observateurs qui sont sur place, sur le terrain, envoient les informations et elles sont disponibles. Elles sont disponibles directement sur ces fameuses plateformes. Là en l'occurrence je fais référence à Twitter, donc qui a la publication une conversation. Et ce qui est important, c'est que là, on a vraiment le commun du mortel, et on rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure sur, on va dire, le journalisme citoyen et le fait que n'importe qui puisse prendre la parole. On a justement ce monsieur n'importe qui, ou cette madame n'importe qui est sur place, là où l'événement se passe, donc soit le soulèvement populaire dans le cas de l'Iran, soit une catastrophe dans le cas de Haïti, et qui peut commencer à propager l'information. Donc qui peut dire, voilà, je suis sur place, voilà ce qui se passe. À partir de là, cette information, elle est brute, elle est multiple. On a des journalistes qui peuvent récupérer l'information, qui peuvent la vérifier, qui peuvent la retravailler et la publier dans un canal un petit peu plus officiel et dans un format qui est un peu moins brut. Donc on a vraiment là quelque chose qui se passe en 10 minutes, un quart d'heure. L'information qui est disponible en temps réel, c'est de l'information qui est brute. Attention, parce qu'il y a aussi un peu de désinformation. En règle générale, l'information qui est valide, qui est retravaillée, qui est dans un format tout à fait acceptable, là c'est plus de l'ordre du un quart d'heure, une demi-heure après que l'événement soit passé. Parce qu'il y a vraiment quand même un délai, on va dire incompressible, de vérification et de retravail de l'information. Je ne parle pas de manipulation, mais je parle vraiment de récupérer une donnée brute, donc de l'information terrain, et au moins essayer de la vérifier et de voir s'il n'y a pas des concordances, et effectivement si tous les témoignages convergent vers une vérité unique. Quand vous parliez, Fred Cavaza, il y a quelques instants de l'Iran, notamment, ça me faisait penser, vous effleuriez là toute la question des sites de réseautage sociaux en ligne qui peuvent aider à installer une démocratie dans certaines portions de territoire. Quelles sont vos réflexions là-dessus? Alors, installer une démocratie, c'est vraiment un bien grand mot, parce que jusqu'à preuve du contraire, le dictateur iranien, il est encore sur place. Enfin, le dictateur, c'est un bien grand mot. En tout cas, le régime politique n'a pas été bouleversé. Ça donne peut-être, ces outils de publication donnent peut-être plus de visibilité, permettent de faire émerger des voix dissidentes un petit peu plus fort, mais de là à dire que ça va aider à renverser la démocratie, la démocratie ou les régimes politiques, là, c'est peut-être un petit peu... c'est s'avancer un petit peu sur la réalité. Par contre, ce qui peut être intéressant, et ça on l'a vu notamment avec les élections américaines, c'est qu'on va peut-être avoir des partis politiques mineurs, donc avec très peu de moyens, qui vont avoir des outils d'expression beaucoup plus efficaces à leur disposition. Parce que jusqu'à présent, il n'y a que les partis politiques majeurs qui avaient suffisamment d'argent
pour se payer des spots de publicité, pour se payer toute une équipe afin d'être présent et d'occuper le terrain médiatique et de faire passer les messages politiques. Avec les médias sociaux, un blog, c'est gratuit. Faire du travail de terrain, donc aller contacter les personnes sur les réseaux sociaux pour leur dire « écoutez le message politique que j'ai à vous dire », ça aussi c'est gratuit, c'est qu'une question de volonté et d'énergie. Donc on va peut-être avoir, à mon avis, des mouvements politiques de plus petite envergure qui vont avoir des outils plus efficaces pour eux. Plus efficaces parce que qui demandent moins de moyens. Merci beaucoup, Fred. J'aimerais qu'on revienne à 2020. Et 2020, toi qui as fait de la publicité, toi qui étais en communication, qu'est-ce que tu dis de la communication bidirectionnelle? Qu'est-ce que tu dis de l'importance de livrer un message plutôt que de strictement dire les choses? Est-ce que tu nous entends, 2020? Est-ce que tu es parmi nous? On est maudit, j'entends pas, je suis désolé. Alors, je vais essayer de te parler par signe. Bidirectionnel. Bidirectionnel, communication. Non, là, elle n'est pas bidirectionnelle, là, elle est monodirectionnelle. Est-ce qu'il peut écouter sur Ustream, peut-être? Ah, oui, peut-être. Oui, écoute-nous sur... Oui, alors, je répète ma question. Toi qui as étudié en communication, qu'est-ce que tu dis de la bidirectionnalité qui devient importante? Moi, je dis souvent que, par exemple, les politiciens, les entreprises ont l'habitude de parler au je et au nous, mais pour être efficace, il faut parler au je, tu, il, nous, vous, il. Et toi qui es un spécialiste publicitaire, qu'est-ce que tu dis de cette affirmation-là? Je dis plein de trucs, mais je dis surtout que, en fait, aujourd'hui, on est arrivé dans une communication d'égal à égal. C'est ce qui me semble être la nouvelle norme, et qu'on ne peut plus se permettre de balancer ce qu'on veut. On ne peut plus juste se contenter ni de vendre un produit, ni de vendre un message, ni de vendre un politicien ou quoi que ce soit. Il faut désormais parler et communiquer de façon égalitaire. C'est pour ça, notamment dans la partie que je connais le mieux, qui est la production de contenu, que de plus en plus d'annonceurs et de marques essayent de créer des programmes dans lesquels les internautes ou les spectateurs sont partie prenante, soit dans la création du scénario, soit dans trouver des solutions, soit pour participer carrément au programme. Donc, à ma petite échelle, c'est devenu une espèce d'obligation. On ne peut plus juste prendre une pub et puis la recracher. Ben, merci. Merci beaucoup, Erin. Et toi, mon cher Martin Lessard, qu'est-ce que tu dis de la bidirectionnalité? Qu'est-ce que tu dis du web en temps réel? Bien, ce que je pense que ce qui est bien, c'est qu'encore là, c'est cette notion qu'on peut se lier entre nous sans passer par un intermédiaire. Évidemment, là, faut être un peu plus subtil que ça, mais si on dit que Google, qui n'a pas marché dans le cas de la mort anecdotique de Michael Jackson, c'est que c'était encore la vieille technologie de lier des pages ensemble ou peut-être relier des informations. Alors que là, ce qu'on voulait faire dans ce cas-ci, c'était relier des envies. C'est-à-dire, en ce moment, tout le monde avait envie de savoir une chose qui ne se trouvait pas sur la page, c'est qu'est-ce qui s'était passé avec Michael Jackson. Donc, c'est ce que j'aime de Twitter, maintenant Facebook et aussi Google l'a repris. Cette notion de dire, est-ce qu'on peut aller taper dans la longue traîne des envies des gens? Parce que les médias peuvent occuper un certain créneau, c'est ce qui fait un peu à la majorité, mais il existe des envies des fois plus marginales. Et c'est ce que j'aime avec les réseaux sociaux, c'est que on peut aller savoir un peu en temps réel qui s'intéresse, qui a les mêmes feelings que moi en disant qu'est-ce qui se passe en Haïti, est-ce que je veux en savoir un peu plus? Et là, vraiment, et la bidirectionnalité est importante, c'est que là, du coup, les gens peuvent aussi poster, mettre des photos, et on peut nous-mêmes, Fred le disait, corroler ça au bout de 15 minutes, on dit, mais il y a tellement de photos différentes, tellement de gens différents qui parlent de ça, c'est sûrement vrai. De là à dire que c'est vrai, il y a toujours une validation à faire par après. Mais très rapidement, mon envie de savoir, bon sang, il s'est passé quelque chose de grave en Haïti et j'ai du monde sur le terrain qui peut me le dire. Je peux me passer pendant un certain temps des intermédiaires et c'est ce que j'aime. Et sur plusieurs causes comme ça, on peut voir les gens ne pas attendre qu'il y ait quelque chose, une institution qui se mette en place, qui est toujours très long.
Donc là, on peut être beaucoup plus réactif et c'est ce que je souhaite dans les prochaines heures, que les prochains intervenants vont parler des moyens de pouvoir intervenir beaucoup plus rapidement grâce à Internet et aux réseaux sociaux pour faire leur travail. Mais justement, parlant des prochains intervenants, nous allons bientôt prendre une pause, puisqu'on va prendre une pause de 2 minutes à chaque heure, donner la chance de faire un changement de plateau. Et j'en profite pour te remercier, Martin Lessard, d'avoir été parmi nous, pour faire un gros bisou à Fred Cavazza, dont je m'ennuie, et Cyril de l'Estérie, dont je m'ennuie aussi, et dont j'ai très hâte de revoir à Paris ou à Montréal, puisqu'on peut se parler via Skype, on peut se chatter via Twitter, on se lit par blog interposé et on se Facebook aussi. Bref, on peut aussi prendre l'avion. Et contrairement à plusieurs mythes, les gens disent que les médias sociaux isolent les gens, mais je crois que vous trois êtes la preuve que, au contraire, les médias sociaux permettent aux gens de se réunir et de se parler. Merci, Fred. Merci à vous, nos invités que nous avons joints via Skype. 1 minute, Christian Aubry, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe dans le chat? Alors c'est très bien parti, on a à peu près une moyenne de 150 à 160 personnes qui nous suivent en permanence. On a beaucoup de commentaires, beaucoup plus que je pourrais vous en rapporter, beaucoup de questions aussi, mais qui ont tendance à être répondues. C'est ça qui est amusant, c'est qu'il y a un phénomène, des questions arrivent et nos intervenants y répondent pratiquement dans la foulée. Et on nous parle évidemment du fait que la parole est beaucoup plus libre sur Internet et sur les médias sociaux. On s'inquiète évidemment que les grandes marques envahissent les médias sociaux, les journaux, etc. Et que donc, de ce point de vue-là, il faut faire attention. Et puis, on nous dit qu'évidemment que ça va changer beaucoup de choses, et notamment les relations publiques. Et je vous laisse aller pour la suite. Christian Aubry, on se retrouve dans la prochaine heure. Carla Beauvais, quelques réactions aussi, ce qui se passe, les réactions que tu peux lire? Bien sûr, moi je suis plus sur le Twitter présentement. Excusez-moi. Je suis plus sur le Twitter présentement et il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui donnent leurs commentaires sur ce qu'ils voient présentement sur Ustream, donc c'est vraiment intéressant. Mais je dirais que c'est vraiment plus des gens qui commentent un peu ce qui se passe présentement. Il n'y a pas vraiment beaucoup de questions sur Twitter, alors je continue à suivre ça de très près. Mais je vous dirais que dans la prochaine heure, on risque d'avoir beaucoup plus de questions, puisqu'on va recevoir M. Denis Coderre, qui est le député de la circonscription fédérale de Bourassa. On va recevoir Mme Junia Barrault, qui est la vice-consul d'Haïti à Montréal. On va recevoir aussi Mme Marisa Curcio, qui est de Oxfam. On va recevoir Myriam Fémiou, qui est la porte-parole du CECI, et notre copain Claude Malaison va venir nous parler d'Entreprise 2.0, et on va aussi rejoindre directement à Vancouver M. John Asben, qui est un spécialiste des stratégies de mise en commun. Il a développé une stratégie qui s'appelle Hierarchy. Alors, gros bisous à tous. On se retrouve dans 2 minutes. Alors, petite pause. Je vais arrêter l'enregistrement qui avait commencé un petit peu tard, mais on va se rattraper plus tard. Et puis, je vous laisse avec les images live du plateau.